Chers amis du Parti de la France, bienvenue dans cette émission de réponse à vos questions. Tout d'abord, joyeux Noël, je vous souhaite de bonnes fêtes, même si lors de la diffusion de cette émission, nous sommes le lundi 23 décembre, eh bien j'en profite pour vous souhaiter un joyeux et saint Noël. J'espère que vous le fêterez avec vos proches, avec votre famille, parce que c'est une fête traditionnelle de notre civilisation et avant tout, il s'agit de célébrer la naissance de Jésus-Christ et de rappeler à cette occasion les racines chrétiennes et catholiques de notre civilisation. Alors, je vais commencer avec le commentaire d'un triste événement qui est l'attentat qu'il y a eu à Magdebourg en Allemagne, donc vendredi soir, sur le marché de Noël. Un Saoudien a foncé avec sa voiture, avec son véhicule, dans la foule au marché de Noël de Magdebourg, fauchant des dizaines de personnes, des dizaines de personnes qui venaient fêter Noël en famille avec leurs enfants. Alors on essaie, tout de suite on a pensé à l'attentat islamique, mais il paraît que ce serait un peu plus complexe que cela. Ce serait en fait un réfugié saoudien, médecin, qui en fait reprochait à l'Allemagne d'accueillir trop d'islamistes et pas assez d'apostats comme lui de l'islam. Toujours est-il que si l'Allemagne n'avait pas accepté cet étranger chez elle, eh bien ce drame ne serait pas arrivé. On essaie, alors attention, évidemment, la gauche essaie de dire, parce qu'il aurait eu soi-disant des sympathies pour l'AfD, le parti de droite nationale en Allemagne, et que ce serait en fait la faute de l'extrême droite. Voilà, ils ont réussi tout de même qu'un réfugié saoudien d'essayer de nous expliquer que le problème c'est l'extrême droite. Et c'est tout à fait logique que un Saoudien qui reproche à l'Allemagne de s'islamiser fonce dans une population d'Allemands de souche à Magdebourg, où il y a 1% de musulmans, et fonce dans le tas, en plus à Magdebourg, où l'AfD fait des scores relativement importants, de 20%, donc peut-être est-ce que de la taquillotte, se faire passer pour quelqu'un qui a renié l'islam et qui, aujourd'hui, serait contre l'islamisation de l'Europe. Bon, tout ça est très confus, toujours est-il le résultat, on va dire le même que s'il avait été islamiste, puisque quelle a été sa réaction pour exprimer sa colère ou sa folie, eh bien ça a été de foncer dans des Allemands de souche à Magdebourg, dans l'ex-Allemagne de l'Est. Donc voilà, nous avons toute une pensée pour le peuple allemand, victime de la politique migratoire irresponsable de la part de ses dirigeants depuis des décennies, exactement comme en France. J'ai eu des questions également sur la situation à Mayotte, sur la catastrophe qui a touché Mayotte et en fait également sur le statut de cette île. Je l'ai dit plusieurs fois, je le répète ici aujourd'hui, Mayotte n'a rien à voir avec la France. La France doit se débarrasser de Mayotte et si le parti de la France arrive à la tête de l'État, eh bien nous débarrasserons de ce caillou où il n'y a aucune ressource, qui est peuplé d'Africains musulmans qui pour la plupart ne parlent même pas français et en plus qui sert de porte à l'immigration clandestine, puisque il y a énormément de clandestins sur cette île qui viennent surtout des femmes qui viennent accoucher pour que leur enfant devienne français, qu'elles deviennent inexpulsables et qu'elles puissent profiter des aides sociales, elles et toute leur famille. Enfin bon, vous connaissez, ça existe aussi également en France, mais là-bas c'est vraiment une porte ouverte au niveau de l'Afrique, assez proche de l'Afrique. Il y a beaucoup de Congolais qui se rendent là-bas par l'intermédiaire de filières d'immigration clandestine et également des Comoriens, puisqu'en fait Mayotte c'est une île qui appartient aux Comores et qu'il faut rendre aux Comores. Ce n'est pas parce que les Mahorais veulent rester français, non pas pour épouser le mode de vie à la française, mais évidemment pour que la France, la métropole, subvienne à leurs besoins, puisque là-bas il n'y a absolument rien, il n'y a pas de ressources, qu'on ne nous embête pas avec l'espace maritime, puisque l'espace maritime, nous le conserverons avec la Réunion et également certains îlots inhabités qui appartiennent à la France. Donc ça c'est un faux prétexte, il n'y a pas de ressources, ces gens-là ne sont pas français et nous n'avons pas à subvenir à leurs besoins. Il faut rendre cette île aux Comores, auxquelles historiquement elle appartient. Et également concernant la catastrophe qui
qui a eu lieu, on a pu s'apercevoir qu'en fait c'était un bidonville à ciel ouvert, que malgré les milliards injectés dans ce territoire d'outre-mer, qui est devenu un département d'outre-mer grâce à Nicolas Sarkozy, eh bien cette île est restée un endroit du tiers-monde qui survit grâce à une sorte d'aide humanitaire, de perfusion humanitaire qui est payée par les Français de métropole. Emmanuel Macron s'est rendu à Mayotte, il s'est même d'ailleurs fait un petit peu chahuter. Je pense que c'est une erreur que nos responsables politiques, quand il y a une catastrophe ici ou là, se rendent sur les lieux, car les moyens mobilisés, que ce soit en matière d'autorité, de logistique, de forces de l'ordre qui, pendant qu'ils s'occupent d'assurer, de sécuriser et d'assurer la visite, la présence de notre chef d'État ou de nos ministres, et bien pendant ce temps-là, ils ne font pas, voilà, c'est au détriment des secours, au détriment de l'assistance de la population ou du maintien de l'ordre public, parce qu'évidemment, dans ce genre de situation, il y a aussi beaucoup de pillage. Donc je ne pense pas que ce soit utile. Je crois que dans ce type de catastrophe, il faut de l'action, mais pas de communication, comme aiment le faire nos dirigeants. Et donc je pense que la visite d'Emmanuel Macron a été hautement inutile. D'ailleurs, les habitants ne s'y sont pas trompés, puisque il n'a pas été forcément bien accueilli partout. Voilà, toujours est-il que Mayotte, peu de partis politiques le disent, en tout cas nous, au Parti de la France, nous le disons, nous estimons que cette île et ses habitants ne sont pas français et qu'il faut couper les ponts avec cette île et la rendre à l'état des Comores. Que pensez-vous de François Bayrou comme Premier ministre? Va-t-il rester longtemps? Alors, ce que je pense de François Bayrou, comme nous tous, après l'épisode Michel Barnier, très décevant, puisqu'en fait, il a voulu continuer le macronisme en imaginant que la nouvelle Assemblée allait lui donner un blanc-seing pour continuer d'enfoncer la France dans le déclin économique, démographique, migratoire, et tout, voilà, toute la décadence que l'on connaît actuellement. Et donc évidemment, Michel Barnier a essuyé une motion de censure, et M. Macron n'a rien trouvé de mieux que de nommer M. Bayrou. Alors ça s'est fait a priori un peu dans la difficulté, puisqu'apparemment Emmanuel Macron aurait changé d'avis. On commence à comprendre pourquoi quand on voit les prestations affligeantes de M. Bayrou. Et il est bien possible que M. Bayrou reste encore moins longtemps que M. Barnier, puisque au moins Michel Barnier, c'était un homme de compromis, quelqu'un de bien élevé, et qui avait voilà, la possibilité en fait d'avoir des relations à peu près cordiales et courtoises avec l'ensemble des groupes politiques à l'Assemblée, sauf que sous ces airs patelins, sous ces airs de boomer un peu amorti, eh bien François Bayrou est une vraie diva, il est totalement imbu de lui-même, et c'est quelqu'un qui va très rapidement au clash, qui ne supporte pas la contradiction, qui se prend véritablement pour une sorte de messie et qui, à mon avis, ça va très mal se passer avec les oppositions, avec même des gens qu'il considère comme ses amis. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez caractériel et il y a tout à fait la possibilité pour qu'il se brouille avec absolument tout le monde très rapidement et qu'il saute à la barre fixe et qu'ils doivent essuyer une motion de censure parce que les parlementaires ne le supporteront plus très rapidement. On a pu voir ces interventions absolument lunaires, il fait quasiment une gaffe à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il a une diction assez insupportable, il est d'une lenteur, on dirait qu'il se remet d'un AVC. Enfin bon, bref, c'est absolument pas la personne que les Français attendaient. Et d'ailleurs, les Français s'en foutent totalement. Les Français se foutent totalement de qui est Premier ministre. Maintenant, c'est quelqu'un qui se croit parvenu alors qu'il est arrivé à un poste qui n'a quasiment plus aucune valeur. Mais lui imagine que ça va être un tremplin pour 2027 et il s'imagine un destin présidentiel. Bon, je crois qu'il va vite retomber sur terre, mais je ne pense pas du tout que ce soit la bonne personne. Mais donc, de toute façon, l'important, c'est la politique menée. Et
je crains que François Bayrou, de toute façon, n'a aucune colonne vertébrale politique, c'est le centrisme, la social-démocratie par excellence, et qui n'a rien à proposer, à part le fait de dire « Regardez, je suis Premier ministre ». Il en est là, vous savez, c'est pas quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui se soucie véritablement des intérêts de la France et des Français. Que pensez-vous des déclarations racistes et homophobes que Le Monde prête à Emmanuel Macron? Alors c'est vrai que de manière surprenante, le journal Le Monde, qui a participé à l'émergence d'Emmanuel Macron, à son élection, et qui était un peu un relais en fait de l'Élysée depuis l'accession d'Emmanuel Macron en 2017 à la présidence de la République, sort un article, une série d'articles qui est basé sur des ragots, sûrement d'assistants, qu'ils soient de Matignon ou de l'Élysée, qui aurait raconté qu'en privé, Emmanuel Macron aurait tenu des propos, on va dire, assez lucides, peut-être, assez également triviaux, sur l'immigration, sur, par exemple, quand il dit que le problème des urgences en France, c'est parce que c'est rempli de Mamadou. Voilà, d'un seul coup, Emmanuel Macron, c'est drôle, en privé, il parle comme les Français en colère qui s'aperçoivent de la submersion migratoire, en particulier dans les services publics, dans les services hospitaliers, dans les services de santé, et que ça pose certains problèmes. Mais je crois que c'est encore pire. C'est-à-dire que lui, Emmanuel Macron, qui participe à la submersion migratoire, à la destruction de notre identité, à cette invasion continue, incontrôlée, je dirais même volontaire de notre pays, mais qu'il sait les problèmes que cela peut poser. Donc c'est un cynisme insupportable de la part d'élites qui connaissent les problèmes, qui savent, et qui continuent, qui poursuivent cette politique cosmopolite et mondialiste. Quant au soi-disant homophobie d'Emmanuel Macron, bon, ça me fait doucement rigoler, puisqu'il parle de cage aux folles, qui se parlent voilà, qui se disent entre eux, petit p***, grande t***. Bon, voilà, ça me fait penser, vous savez, à ces Noirs africains qui eux-mêmes s'appellent le nigger, entre eux, voilà, qui se traitent de nigger entre eux. Bon, ben voilà, Emmanuel Macron et Gabriel Attal, et puis toute leur petite coterie de mignons qui se traitent de p*** ou de grande t***, ce genre de choses, bah, c'est à peu près du même acabit, si je puis dire. Donc voilà, bah après, Emmanuel Macron évidemment réfute ses propos, mais bon voilà, je crois que c'est quelqu'un qui est en fin de règne, qui est en train d'être lâché par ceux qui l'ont mis au pouvoir, et on peut s'attendre peut-être à d'autres révélations encore plus croustillantes sur, que ce soit au niveau politique, mais peut-être aussi au niveau de la vie privée d'Emmanuel Macron. En attendant, tout cela ne fait pas les affaires des Français, vous l'aurez bien compris. Autre question, être opposé à l'avortement est-il un handicap électoral? Alors, je vais répondre franchement à cet auditeur. Oui, évidemment, puisque l'avortement est sacralisé, que l'ensemble des partis politiques a sacralisé, pour beaucoup ont voté ou ne se sont pas opposés à l'inscription dans la Constitution du droit à tuer un enfant dans le ventre de sa mère. Voilà, c'est sacralisé, on ne peut plus. Alors, vous savez, l'inscription dans la Constitution, elle peut être enlevée de manière, voilà, c'est ce texte sacré qu'on essaie de nous vendre comme le décalogue. Ben non, voilà, la Constitution, c'est juste un texte indiquant comment fonctionnent nos institutions. Eh bien, ça se change, une Constitution, et donc ce n'est pas définitif. Et au Parti de la France, nous disons la vérité. Et la vérité passe par la défense du droit à la vie, la défense des innocents, la défense des plus fragiles. Et qu'est-ce qu'il y a de plus fragile qu'un enfant dans le ventre de sa mère?
Eh bien, évidemment, au Parti de la France, nous sommes opposés à la culture de mort et pour le droit à la vie. Alors, ce n'est peut-être pas très porteur électoralement, mais parce qu'il y a tout de même une propagande depuis des décennies en faveur de l'avortement qu'on essaie de faire passer pour un acte médical banal, alors qu'il s'agit de quelque chose d'absolument monstrueux et de traumatisant qui est psychologiquement et même physiquement, physiologiquement pour une femme, et je ne parle même pas du bébé. Et c'est bien pour cela que je pense que, on va dire, la rééducation du peuple français sera beaucoup moins longue sur la question de l'avortement que pour leur faire gober que c'est un droit pour les femmes, mon choix, mon corps, que voilà, que c'est un acte, on va dire, quasiment de contraception comme les autres. Eh bien non, il suffira, je pense, à une heure de grande écoute sur les chaînes publiques de diffuser la réalité d'un avortement, et vous allez voir que en l'espace de quelques jours, quelques semaines, eh bien, les Français prendront toute la mesure de cette abomination qu'est une IVG. Une question à laquelle j'ai déjà répondu, mais vous savez que la politique c'est l'art de la répétition, voilà, mes collègues de travail et ma hiérarchie sont-ils au courant de mon engagement politique? Oui, bien sûr, puisque je n'ai jamais caché mon engagement politique, je me suis présenté à beaucoup d'élections, en particulier locales, et je n'ai pas eu de problème dans le sens où je ne fais aucun prosélytisme sur mon lieu de travail, et comment d'ailleurs ce que tout fonctionnaire et même salarié du privé, voilà, une discipline auquel toute personne qui travaille devrait s'astreindre. On ne fait pas de politique sur son lieu de travail. Alors je sais que c'est très difficile à comprendre pour les gauchistes, mais en tout cas moi c'est ce que je pratique sur mon lieu de travail, et de ce fait je n'ai pas eu on va dire, d'ennui significatif tout au long de ma carrière. Que pensez-vous des méthodes de Javier Milei, le président argentin, donc en Argentine, pour réduire les dépenses de l'État? Alors, c'est vrai que c'est une bouffée d'air frais dans le paysage politique international, avec quelqu'un avec une personnalité assez particulière, et qui, c'est vrai, ça nous réjouit de voir quelqu'un qui pourfend l'État socialiste qui existait auparavant en Argentine. Alors, sans rentrer dans les détails de ces mesures, je pense que oui, en France, nous sommes dans un État socialo-communiste. Il y a certains gauchistes qui vont vous dire que nous sommes dans un État ultra-libéral. Eh bien, c'est complètement faux quand on voit le taux d'imposition, de prélèvement public, d'assistanat, de dette colossale. Eh bien, nous sommes voilà, dans un État socialo-communiste où toute tentative d'entreprendre, de créer de la richesse est immédiatement annihilée par une bureaucratie, une fiscalité, un étatisme absolument insupportable. Donc évidemment il y aura des coupes à faire, il faudra prendre exemple sur Javier Milei qui est en train de redresser l'économie de son pays et de sortir surtout son pays de la pauvreté. Eh bien je pense qu'avec certaines de ces méthodes, eh bien nous pourrons faire la même chose en France, et évidemment il y a deux choses essentielles pour moi, prioritaires à faire pour redresser notre pays. C'est d'une part libérer la France de l'immigration, c'est-à-dire organiser une remigration massive des populations extra-européennes, et également sortir la France du socialo-communisme qu'elle subit depuis des décennies. Voilà, c'est deux choses essentielles pour que la France retrouve la tranquillité, la sérénité, la sécurité et la prospérité. C'est essentiel. C'est-à-dire que si vous mettez des socialistes, même dans l'État le plus riche du monde, eh bien les socialistes en feront un État pauvre, arriveront à vous appauvrir. Les communistes, c'est exactement la même chose, hein. On disait à l'époque que donner le Sahara aux communistes, eh bien vous aurez une pénurie de sable d'ici quelques années. Eh bien c'est partout pareil. Le socialisme, le communisme ne marche nulle part. Et à chaque fois, les gauchistes vous disent oui, mais regardez, ce n'est pas le vrai socialisme, ce n'est pas le vrai communisme. Il faut arrêter tout cela.
le communisme, le socialisme, ce sont des cancers pour les peuples et il faut se sortir de ces idéologies mortifères, que ce soit pour notre peuple et pour notre économie. Alors une question qui est assez vague, pourquoi cette haine de notre identité par certains, par les ennemis de la France et des Français? Notre identité est détestée, et je m'attarderai surtout, je dirais, sur les gauchistes, parce que cet ethnomasochisme, ce sont des gens qui, par idéologie, détestent ce qu'ils sont, détestent ce que nous sommes, détestent notre civilisation. C'est pour ça qu'on voit des gauchistes et qu'on a du mal à comprendre leur point de vue, parce qu'ils sont dans une haine absolue. Alors, voilà, je pense que réellement, le gauchisme, la réaction des gauchistes prouve que c'est quasiment une maladie mentale. Cette haine absolue de son peuple, de son histoire, de sa civilisation, cette volonté, ce besoin de le détruire, de le déconstruire, comme ils disent, relève, à mon avis, de problèmes psychiatriques. Non pas que je veux psychiatriser mes opposants politiques, mais réellement, je pense que ces gens ne sont pas heureux, ne peuvent pas vivre heureux, parce qu'ils rejettent tout ce qui fait notre civilisation. Ils rejettent jusqu'au fait d'avoir des enfants. Voilà, ce sont des gens qui sont forcément mal dans leur peau, mal dans leur tête, puisqu'ils rejettent tout ce qui constitue, je dirais, la normalité de la vie des hommes et des femmes, qui rejettent même le fait de perpétuer notre lignée, puisque faire des enfants, c'est devenu réactionnaire, c'est devenu bourgeois, c'est devenu anti-climatique, anti-environnement, enfin, c'est totalement délirant, ça ne tient pas, et c'est bien pour cela que malgré une propagande absolument inimaginable depuis des décennies, avec des moyens absolument gigantesques qui sont mis en œuvre par nos gouvernants, avec l'argent public, avec l'argent des Français, pour essayer de laver le cerveau, en particulier des plus jeunes, eh bien on voit que les Français n'ont jamais été aussi lucides et éveillés sur toutes les questions identitaires. Donc on voit bien que ces gens-là ont des positions contre nature et que la lucidité, l'instinct de survie du peuple français et des Européens fait que toute leur propagande cosmopolite, toute leur idéologie contre nature, eh bien, ne fonctionne pas comme ils le voudraient sur les populations. Beaucoup trop, vous me direz, bien sûr, puisque nous ne sommes pas au pouvoir, mais on s'aperçoit que le peuple français, les peuples européens commencent à se réveiller et c'est très bon signe. Alors, si le Parti de la France parvient au pouvoir, comment lutter contre les déstabilisations, en particulier financières, à cause de notre dette colossale, de la part d'influences étrangères, de pays étrangers? Là, je crois que la France, si nous parvenions au pouvoir, évidemment, ça inquiéterait les gouvernements cosmopolites, peut-être d'autres pays, et qui chercheraient peut-être à jouer avec malveillance sur les marchés financiers pour mettre en difficulté notre pays. Mais d'un autre côté, notre pays, à partir du moment où on abolirait cette fiscalité, cette bureaucratie socialo-communiste dont je viens de vous parler, notre pays deviendrait beaucoup plus attractif. À partir du moment où vous faites de votre pays ne devient plus un enfer fiscal, un enfer pour la création d'entreprises, pour la liberté d'entreprendre, eh bien notre pays va devenir plus attractif. À partir du moment où vous sécurisez la France, eh bien le pays va devenir aussi beaucoup plus attractif, avec une plus-value un peu partout. C'est-à-dire que si la France devient un safe space, un endroit, alors désolé pour l'anglicisme, je veux dire un endroit sécurisé où on n'est pas écrasé par les impôts, eh bien ça va faire revenir aussi beaucoup de Français qui ont fui, qui se sont expatriés, ça va faire venir peut-être également s'installer des entreprises étrangères, refaire repartir à la hausse le tourisme, tout ce genre de choses, donc notre pays sera attractif. Vous savez, les marchés financiers
L'idéologie, ça va un temps, mais ce que veulent les marchés financiers, ceux qui font l'appui et le beau temps sur les marchés financiers, c'est faire de l'argent. Et on fait plus d'argent dans un pays libéré de l'immigration, dans un pays sûr et dans un pays libéré de l'étatisme que dans un pays comme la France actuellement, où les entreprises fuient la France plutôt qu'elles ne viennent s'y installer. Donc je pense qu'une politique nationaliste, une politique de remigration et une politique libérale, évidemment, dans un cadre national et européen régulé, eh bien, sera, à mon avis, tout à fait attractif pour les marchés financiers, bien au contraire. Donc, je n'ai aucune crainte, sachant que actuellement, vous imaginez bien que une France libérée du macronisme, de la social-démocratie, serait plutôt bien vue par la première puissance mondiale qui est aujourd'hui dirigée, enfin bientôt, puisque son investiture aura lieu courant janvier, par Donald Trump. Et Elon Musk, qui compte aider les partis politiques européens à renverser les partis politiques du système. Je sais qu'il l'a proposé en Angleterre, il vient d'apporter son soutien à l'AfD en Allemagne. Alors pour l'instant, il ne l'a pas fait en France parce que je ne suis pas certain que Marine Le Pen lui plaît tant que ça, avec son discours tout du moins économique qui est quasiment le même que celui de Monsieur Mélenchon. Je ne suis pas certain que ça plaise à Elon Musk. Donc voilà, peut-être qu'Elon Musk choisira d'aider un parti politique français. Si ça pouvait être le parti de la France, eh bien ce serait formidable. Mais voilà, en attendant, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Le monde occidental est en train de changer et je pense que l'élection de Donald Trump, de Javier Milei aussi en Argentine, de Giorgia Meloni dans une moindre mesure en Italie, prouve que le vent est en train de tourner, tout du moins je l'espère. Alors, on me demande des conseils de lecture. Eh bien écoutez, en ce moment, je suis en train de lire Monaco, plus qu'une principauté, de rêve, un État, de l'ami Jean-Claude Rollinat, membre du bureau politique du Parti de la France. Écoutez, je ne l'ai pas fini, mais c'est très intéressant. Et si vous voulez tout savoir sur la principauté de Monaco, je vous propose de lire ce livre très rafraîchissant. Et on me demande aussi quel film je pourrais conseiller. Eh bien, pas plus tard qu'hier soir, j'ai regardé Blizzard of Souls, qui est un film sur un jeune soldat letton pendant la Première Guerre mondiale, et c'est très intéressant. Donc la Lettonie qui était prise entre les Allemands et les Russes qui ont connu voilà la révolution bolchevique. Donc c'est assez intéressant et c'est quelquefois voilà des endroits où on ne sait pas exactement ce qui a pu se passer et quelles ont été les tragédies des pays baltes pendant cette période. Donc voilà, c'est ce livre et ce film que je peux vous conseiller. Le Parti de la France envisage-t-il de se développer partout en France? Oui, bien évidemment. D'ailleurs, c'est l'une des missions que j'ai confiées à notre nouveau secrétaire général, Pierre-Nicolas Nups, de mettre le Parti de la France en ordre de bataille, c'est-à-dire de développer ses délégations départementales et régionales un peu partout en France, mais aussi de se mettre en ordre de bataille pour d'éventuelles élections législatives anticipées, de telle façon à ce que nous ayons plusieurs dizaines de candidats partout en France et qu'avec des alliés, nous puissions présenter suffisamment de candidats pour obtenir un score significatif et des subventions publiques, non pas pour faire des soirées avec du champagne et des petits fours, mais pour développer encore plus notre parti politique qui, je vous le rappelle, ne touche aucune subvention de l'État et nous ne vivons que des dons et des adhésions de nos militants. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous le pouvez, sachant qu'ils sont déductibles à 66% si vous payez des impôts, donc de vos impôts, vous pouvez faire un don au Parti de la France. Chaque euro sert à la cause militante. Nous n'avons personne qui est salarié au Parti de la France et afin de poursuivre, de développer notre action, si vous voulez avoir
un discours, des messages de droite nationale non reniés, décomplexés, sans aucun compromis, avec des affiches comme nous avons pu les faire, donnons un avenir aux enfants blancs ou qu'ils retournent en Afrique, aux messages qui sont très explicites. Eh bien, aidez-nous financièrement si vous le pouvez, ça nous permettra de développer notre action et de partager vos convictions auprès du plus grand nombre. Depuis les dernières élections législatives, des militants de Reconquête ont-ils rejoint le Parti de la France? Alors oui, quelques-uns en effet, mais malheureusement, la grande déception qu'il y a pu avoir chez Reconquête, et en fait cette scission qu'il y a pu y avoir avec Marion Maréchal, malheureusement, beaucoup de gens sont repartis dans la nature plutôt que de continuer le combat politique auprès, que ce soit de Reconquête, de Marion Maréchal, ou pourquoi pas du Parti de la France, puisque nous avons eu tout de même un certain nombre de personnes de Reconquête qui nous ont rejoints, qui nous rejoignent d'ailleurs toujours, parce que la constance du Parti de la France dans son discours, dans son action politique, est saluée par un certain nombre de militants de Reconquête, chez qui le Parti de la France a toujours eu voilà, une certaine estime. J'ai pu le voir, moi et d'autres cadres du Parti de la France, lorsque nous sommes allés à des meetings de Reconquête, d'Éric Zemmour, eh bien nous avons toujours été bien reçus, en tout cas par les militants. Alors, on me demande aussi, le Parti de la France soutient-il toujours Reconquête? Le Parti de la France a soutenu la candidature d'Éric Zemmour lors des élections présidentielles de 2022, a soutenu les candidats de Reconquête aux élections législatives, avec, on va dire, très peu de retour de la part de la direction de Reconquête, puisque nous avons été relativement méprisés, snobés. Et aujourd'hui, il s'avère que maintenant que Reconquête fait 0,7% sur l'ensemble du territoire, là, aux dernières élections législatives, eh bien, il y a des timides tentatives de rapprochement ici ou là. Donc je veux bien, mais bon, en attendant, le Parti de la France, certes, n'avait qu'un seul candidat aux élections législatives, mais ce candidat a fait plus de 10%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Reconquête est à 0,7%, eh bien, on essaye de se rapprocher, on dira, bah tiens, finalement, le Parti de la France qui fait 10%, on pourra peut-être se rapprocher un peu d'eux. Donc voilà, la situation n'est plus du tout la même, et je pense que le Parti de la France peut avoir... Alors évidemment, nous sommes tout à fait prêts, nous, à nous allier avec des gens de droite sincères, avec Reconquête, avec Marion Maréchal, enfin avec son nouveau parti Identité et Liberté. Nous sommes prêts, évidemment, au plus grand rassemblement possible, même également avec le Rassemblement national, même si évidemment vous imaginez bien que Marine Le Pen ne souhaite absolument pas se rapprocher, tout du moins officiellement, avec le Parti de la France. Mais nous sommes prêts à tout cela, puisque l'intérêt c'est d'avoir le plus grand rassemblement du camp national possible pour arriver à renverser la vapeur et battre le macronisme, battre la social-démocratie qui a mené la France là où elle est aujourd'hui. Donc nous sommes prêts évidemment à discuter avec tout le monde. Il n'y a absolument aucun souci. En revanche, qu'on ne nous demande pas de cacher nos oripeaux, de nous cacher même nous-mêmes en disant on veut bien votre aide mais pas vos gueules. Et puis surtout, allez-y doucement. Non, là il n'en est pas question. C'est-à-dire qu'au Parti de la France, nous avons le courage de défendre nos idées à visage découvert, à parfois aller en garde à vue pour ces idées, à parfois voilà risquer les foudres judiciaires, risquer aussi l'affrontement physique avec l'extrême gauche. Ce n'est sûrement pas pour aller faire le sale boulot pour des personnes qui, nous dirait d'être discrets, parce que c'est ça qu'on nous a demandé au moment de l'élection présidentielle de 2022 et des législatives. Soyez discrets. Ok, d'accord, pas de souci, mais soyez discrets. Non, le Parti de la France, nous ne sommes pas discrets. C'est pas du tout notre marque de fabrique. Voilà. Donc, nous sommes prêts à des discussions, à une union, mais à partir du moment où c'est assumé par tout le monde et pas où il s'agit de tractations sous le manteau pour je ne sais quelles actions militantes qui devront rester secrètes. On me demande quel est pour moi le pire président de la Ve République. Alors, vous allez dire, j'ai l'embarras du choix, puisque peu d'entre eux trouvent grâce à mes yeux.
Je pense que le pire, celui que j'ai le plus détesté, ça reste Jacques Chirac. Je pense que le pire, ce sont les présidents de droite qui ont tout renié, tout lâché et fait peut-être pire que la gauche. Et je crois que Jacques Chirac, en plus, c'était quelqu'un d'humainement détestable. Et en fait, comme Jean-Marie Le Pen, eh bien, Jacques Chirac, je pense que ça a été véritablement le pire. Jacques Chirac, c'est vraiment voilà, une ordure. Quelqu'un de peu sympathique. Alors sympathique évidemment quand il était en campagne électorale, ça il savait très bien faire. Mais voilà, moi je parle au niveau des convictions, de son. En fait, il se foutait complètement de la France et des Français, mais comme les autres, hein, on est bien d'accord. Mais je crois véritablement que c'est le pire. Et comme Jean-Marie Le Pen, je pense que c'est vraiment Jacques Chirac était véritablement un salaud et que voilà, c'est vraiment le pire de tous à mon sens. Et le moins pire, si l'on peut dire, je dirais peut-être Pompidou dans le sens où déjà, il était à une époque assez radieuse pour le peuple français, une époque où le peuple français était heureux, était prospère, et en même temps, il n'a pas eu le temps, à mon avis, de faire trop de mal à la France, contrairement aux autres. Mais bon, voilà, je ne suis pas fan de Pompidou non plus. Quel régime le Parti de la France souhaite-t-il pour la France? Ça, on me pose souvent cette question. Eh bien, moi, je pense que le régime, il ne faut pas sacraliser un régime, que ce soit la République ou même la monarchie. En tout cas, au Parti de la France, ce n'est pas ce que nous pensons. Nous pensons qu'il faut adapter le régime à la situation. Que ce régime doit avoir un but, un objectif de servir au mieux les intérêts de la France et des Français, et qu'il n'y a pas de régime. Voilà, on ne se base pas sur un régime pour pratiquer une politique. On pratique une politique où on a voilà, des convictions, on a un programme, on a une doctrine qui s'appliquera en fonction des événements avec tel ou tel type de fonctionnement de l'État. Car un régime, c'est tout, c'est le fonctionnement de l'État. Ce n'est pas autre chose, la République, ce n'est pas autre chose. C'est pour ça ceux qui déifient la République, voire qui déifient la monarchie, je ne souscris pas à cela. Alors peut-être ça va en faire bondir certains, nos amis royalistes, mais je pense que le meilleur des régimes, c'est celui qui convient le mieux à l'instant T. Et par contre, j'ai une certaine, quel que soit le régime, j'ai une certaine sympathie pour le référendum. Sur des questions claires, nettes, précises, que l'on peut poser aux Français, je pense que le référendum devrait être employé un peu plus souvent, notamment sur des questions graves ou sur des questions de société. Des questions graves, je pense par exemple à l'immigration. C'est par exemple une question très simple. Souhaitez-vous l'expulsion de la totalité des immigrés en situation illégale? C'est une question très simple, oui ou non. Souhaitez-vous le rétablissement de la peine de mort pour les crimes les plus odieux? Voilà des questions très très simples qui, à mon avis, intéresseraient les Français. Une question aussi, souhaitez-vous garder Mayotte au sein de la nation française? Des questions très simples auxquelles je pense les Français sont assez intelligents pour répondre, puisqu'il y a un grand mépris du peuple français, du vote, puisqu'on a vu qu'au dernier référendum qui a été fait en 2005, quand on a demandé l'avis des Français sur la Constitution européenne, que personne n'a lu, qui était un truc absolument illisible, de bureaucrate, insupportable, eh bien, les Français se sont servis de défouloir lors de cette élection et de rejet des institutions européennes supranationales. Et le vote des Français n'a pas été respecté. Et depuis maintenant presque 20 ans, il n'y a pas eu de référendum en France. Que pensez-vous de Louis Sarkozy? Alors, on a pu voir, effectivement, une espèce de propulsion médiatique de Louis Sarkozy, sorti de nulle part, donc le fils de Nicolas Sarkozy et de Cécilia Sarkozy, vous savez, son ex-femme, qui se vantait de ne pas avoir une goutte de sang français dans les veines. Et on voit arriver voilà, un peu sur la scène, sorti du chapeau, Louis Sarkozy,
qui tient en plus un discours de boomer de droite. Le mec a 27 ans, il parle d'assimilation, de ne pas faire d'amalgame entre islam et musulmans. Enfin, voilà, le discours de son père empire. Et en plus, alors le plus qu'il y a au sein du camp national, ce qui a suscité le plus de réactions, c'est qu'en fait, des médias dits nationaux, comme Frontières, comme Valeurs Actuelles, comme tous les soutiens de Trump, les comités de Trump France, ont essayé de propulser ce gars-là qui a un discours de merde, de boomer, assimilationniste, complètement déconnecté de la réalité. Et en fait, ils viennent de s'apercevoir que leur lectorat, enfin c'est pas vraiment, puisque ce sont plus des médias numériques, mais en fait les gens qui les suivent, en fait sont très radicaux, et ces gens voilà, sont même encore plus radicaux, ils se contentent du Rassemblement National ou de Reconquête, faute de mieux. Mais ces gens-là attendent plutôt, c'est quand même incroyable que ceux qui soutiennent voilà, les comités de Trump nous balancent Louis Sarkozy dans les pattes, alors que Donald Trump est plus à droite que Marine Le Pen et qu'Éric Zemmour, et là on nous balance donc évidemment qu'il y a une volonté derrière, ça a été organisé, sûrement financé, de façon à ce qu'on essaye de propulser Louis Sarkozy au sein du camp dit national, ou au sein de la droite. Évidemment, ça ne prend pas. Et là, je vois tant Frontières que le JDD, que Valeurs Actuelles s'offusquent des réactions outrées de la part des gens qui les suivent. Évidemment, vous nous ressortez, je ne sais pas, Louis Sarkozy, c'est à peine mieux qu'Édouard Philippe. Enfin, je veux dire, au niveau... au niveau de la radicalité, enfin voilà, c'est hallucinant qu'ils aient imaginé que ça puisse prendre au sein du camp national. Et alors là, si on peut dire d'une foirade monumentale, c'est bien celle-ci. C'est-à-dire qu'en fait, Louis Sarkozy peut s'adresser aux boomers de LR, aux nostalgiques peut-être du RPR, mais sûrement pas à des Français de plus en plus radicalisés. Pourquoi? À cause des événements, à cause de la submersion migratoire. Et s'il y a bien un sujet sur lequel les Français sont en train de se radicaliser, c'est sur l'immigration. Alors je ne dis pas la majorité des Français, mais les Français de droite attendent bien autre chose que le fade de Louis Sarkozy. Et enfin, dernière question, quelle réaction au verdict du procès Pélicaud? Eh bien, pour moi, c'est un soulagement qu'on arrête de parler de ce fait divers sordide, de cette histoire où on a qui a été Gisèle Pélicaud, qui est devenue un étendard de la cause féministe. Alors évidemment, là, il s'agissait de mettre tous les hommes dans le même sac en disant, regardez, voilà, les hommes blancs, ce qu'ils sont capables de faire, le patriarcat, parce qu'en gros, c'est ça le message. Pourquoi l'extrême gauche soutient Gisèle Pélicaud? Parce qu'elle a dénoncé, en fait, elle a dénoncé le comportement des hommes, parce que pour elle, pour ces bonnes femmes et féministes hystériques, là, Gisèle Pélicaud, le cas de Gisèle Pélicaud, en fait, son viol collectif organisé par son mari, attention, je suis tout à fait d'accord pour dire que lui-même, enfin son mari et ses gens doivent être condamnés, là n'est pas la question, mais c'est l'instrumentalisation qui en a été faite, et c'est surtout que bon, on parle pendant des semaines d'un procès impliquant voilà, un homme blanc, des hommes blancs, en disant regardez, en fait c'est l'arbre qui cache la forêt des agressions et des viols commis par des extra-européens, puisque on le sait, les statistiques le prouvent, que la majorité des viols en France sont commis par des extra-européens, qu'ils soient français, de papier, ou qu'ils soient directement étrangers. Voilà, tout le monde le sait, tout le monde sait. Et là, c'était l'occasion de détourner l'attention en disant, regardez, le danger, il est là, c'est le mâle blanc depuis 50 ans qui est un pervers et qui rêve de vous violer dans votre sommeil. Et il y a quelque chose d'ailleurs dont les féministes ne parlent pas, parce que ça, on en a parlé au début du procès Pélicaud, c'est qu'en fait, son mari avait dit que sa femme, étant donné qu'elle était raciste, qu'il aimait que ce soit des Noirs qui la violent pendant qu'elle était droguée et endormie. Et donc ça, on n'en parle plus du tout, de ce côté pervers du mari Pélicaud et du racisme supposé
de cette pauvre Geneviève Pellicot. Donc voilà, c'en est terminé, qu'on arrête un peu d'exploiter ce fait divers. Et moi, je conseillerais à Madame Pellicot d'essayer de retrouver un peu de sérénité et de se détacher de cette médiatisation, puisque son cas isolé correspond à un crime sordide organisé par son mari, mais il n'y a pas de généralité à faire sur son cas, qui est certes regrettable, mais il n'y a pas de généralité en France sur les viols. Voilà, les viols collectifs ont plus lieu dans les caves de cité plutôt que dans les endroits reculés de la France profonde. Si c'était ça le message qu'il fallait passer, eh bien voilà, s'il faut politiser absolument l'affaire Pellicot, eh bien c'est une instrumentalisation par les féministes et les immigrationnistes. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Nous reprendrons ces émissions de réponse à vos questions à partir de 2025. Et en attendant, je vous souhaite un joyeux et saint Noël et un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Merci, au revoir.